Voilà, nous y sommes. Je l'ai. Donc, maintenant, je remets le share screen. Voilà. OK. Voilà. Et je reviens en haut. Baisser de... Voilà. Nous y sommes. On va attendre encore quelques minutes. Bonjour, bonjour à Dominique, bonjour à Simone. Dominique, ouvrez votre micro. OK. D'accord. Voilà. Milka, bonjour. Bonjour Rafi. Bonjour Gérard. Je dois partir à midi pile. Hein. Non, à midi et demi, Rafi. Bon, ben, on finit, on va faire 1 heure, hein, n'importe comment. Je ne pense pas qu'on va faire. Oui, oui, une heure, ma Tant mieux. Je ne pense pas qu'on va faire plus, au moins aujourd'hui. On attend encore quelques minutes. Et vous avez l'intention, donc c'est enregistré, vous nous l'enverrez ou est-ce que Oui. vous avez l'intention d'envoyer, je ne sais pas, un récapitulatif ou on prend des notes? Ben, comme vous voulez, mais n'importe comment je vous l'enverrai. Alors, il n'y aura pas de problème. Hein. Ok, merci beaucoup. Je C'est sais une pas chouette comment, initiative, intéressante. je sais pas comment je vais l'envoyer, mais on va voir. On Vous réfléchit. pouvez l'envoyer par WeTransfer. Oui, transfert ou par comment ça s'appelle par Bah, Jumbo. ouais, c'est pareil, c'est le même principe. Mais là, j'ai besoin des mails des gens. Oui, OK, on t'enverra les mails. on les donnera. Je prendrai vos mails à ce moment-là. Ce qui est un peu difficile, si je peux me permettre, c'est l'heure en plein milieu de la journée, comme ça c'est compliqué pour ceux qui travaillent et pour ceux qui ne travaillent pas, mais travaillent quand même. Ça nous oblige voilà, c'est pas, je le dis. Et d'autres me l'ont dit parce que je l'avais envoyé à mes amis, ils m'ont dit, oh, j'aurais bien aimé, mais à cette heure-là, je ne peux pas me libérer. Voilà, c'est tout. Bon, l'idéal, ça serait le soir, mais bon, ça c'est plus Oui. compliqué. Moi, l'heure me va très bien parce que je suis occupé le matin. Oui. Avant ça, j'ai une activité. Rafi, si tu veux qu'on essaie de faire une fois un soir, tu me dis, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est pas, ça ne te crée pas des problèmes. Non, c'est moi qui gère. On pourra peut-être faire soit un soir. J'enverrai les heures sup à Kalita. Je pense qu'on peut faire bonjour à tous. Bonjour. Je pense qu'on peut faire pour les heures, c'est quand même un peu compliqué. On veut faire un sondage, un tout petit sondage pour savoir si c'est parce qu'il y a des gens qui sont de savoir quelle est la majorité. Parce que Moi, je peux le faire à il y a une 18h, personne 19h. Hein. 17h, Moi, je préfère 18h. cette horaire-là. le soir, c'est pas évident non plus. Et donc, Non, non. pour une personne, des fois, on change tout le monde et c'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire un truc par sondage. Sur WhatsApp, c'est facile, on fait un petit sondage. Est-ce que vous préférez le soir, le matin? Parce que sinon, encore une fois, ça va. C'est problématique, quoi. On a presque tous les jours de la semaine aussi qui sont dans le sondage. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On est tous pris. Le soir, il y a les enfants, les trucs, les machins. Donc, c'est pas évident non plus. Non. Exact. Il faudrait choisir un moment qui ne soit ni le jour ni la nuit. Voilà, c'est ça. C'est comme l'histoire des Juifs qui sont. C'est dangereux de vivre dans deux endroits, c'est en diaspora et en Israël. Oui. Non, mais non. Ce qu'on peut faire, c'est faire à 5h du matin. Oui. Et Ouais, tout le monde est c'est bon. Tout le monde est Donc, disponible. Honnête. Mais 5 heures heure israélienne quand même, soyez gentils. Moi, ça me va très bien. Hein. Est-ce que c'est enregistré? On reçoit une copie? Oui. Bonjour Myriam. Oui, c'est ça. Bonjour Rafi. On enverra une copie. Ben, alors, c'est pas grave pour les heures. Oui, mais c'est mieux que tout le monde puisse C'est mieux participer. de participer, oui. C'est mieux de participer. Effectivement, mais voilà. Bon, on va donc y aller, je crois, hein, mais il n'y a pas beaucoup de professeurs, mais par rapport au nombre d'inscrits, on est loin d'être dans le compte, enfin.
Il va arriver. Oui, mais ça serait mieux qu'ils arrivent au début, pas à la fin. Ah oui, ça y est. Mais Virginie, bonjour. chez nous, on est rarement à l'heure, hein. Oui. Bon, je propose qu'on commence. Alors, D'accord. on va parler de la guerre. Tu as mis l'enregistrement? Oui, il est mis l'enregistrement. OK. Voilà. Viens là. Je l'ai mis tout à l'heure déjà. C'est bon. Alors, nous allons parler de la guerre. Ça n'a rien d'étonnant dans ces circonstances, hein. C'est évident que la guerre, elle est tout autour de nous. Elle était déjà bien avant le 7 octobre. Il y a la guerre. Le monde est en guerre. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était une guerre mondiale, mais à petit feu. On peut dire ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse dans la guerre, c'est pas de comprendre les causes géopolitiques de la guerre. J'y reviendrai dans un petit moment. Mais c'est de comprendre l'homme dans la guerre. Pourquoi l'homme tue l'homme? Pourquoi l'homme tue l'homme? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi nous faisons la guerre? Sur quoi ça s'appuie? Alors, je vais vous dire aujourd'hui, vous allez être très frustrés parce que c'est une introduction. On va relativement peu parler de la guerre. Dans la suite, on en parlera beaucoup. Et on en parlera beaucoup en apportant des sources. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est de voir ce que l'on dit sur la guerre au niveau de l'individu. Et je voudrais qu'on en parle. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement des textes que l'on va lire, mais des textes que l'on va essayer de travailler un petit peu et de comprendre toute la problématique qu'il y a au travers de ces textes. Et finalement, il y a très peu de gens qui ont étudié pourquoi l'homme tue l'homme. On a beaucoup parlé de la guerre. Si vous regardez dans Internet ou si vous rentrez dans des bibliothèques, vous allez voir qu'il y a énormément de livres sur la guerre, mais vu d'un aspect qui est beaucoup plus général, beaucoup moins individuel que celui pour lequel auquel je m'intéresse, c'est-à-dire pourquoi l'homme tue l'homme. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'individu? Et je voudrais à ce sujet-là, vous voyez tous le diaporama, Oui. n'est-ce pas? Oui. Oui. Si on se réfère à la guerre, on voit que la guerre, on la connaît depuis très longtemps. Voici le plus ancien ouvrage connu actuellement et qui est consacré à la guerre. C'est le guide de la guerre, l'art de la guerre de Maître Sun. C'est un ouvrage de stratégie chinois qui date du VIe siècle. Hein. C'est très loin avant notre ère. C'est donc très loin. Et déjà à cette époque-là, nous avons un livre de stratégie sur la guerre. C'est très intéressant parce que c'est très ancien. Ce n'est pas la première guerre que l'on a connue. Les hommes ont connu d'autres guerres. Je vais vous donner un exemple. Vers 2500 environ avant notre ère, on a retrouvé des traces de guerre dans des documents en Mésopotamie, hein, dans la cité de État de Lagash, qui combat sa rivale Ouma. À l'époque, il y avait des cités, et ces cités se combattaient, et on en a des traces. Il y a des traces en cunéiforme où on nous parle de cette guerre. C'est très ancien, hein, 2450 avant notre ère, ça remonte très loin. Eh bien, on a déjà des traces de guerre. Ça veut dire que la guerre est très ancienne. On reviendra sur ces idées-là parce que quand on parlera de la préhistoire et de la guerre, et on sera obligé un peu de l'appréhender, on verra la difficulté au niveau des scientifiques qui ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Nous avons aussi une trace de la guerre
de ce qu'on appelle la bataille de Megiddo. Megiddo, c'est en Israël, mais ce n'est pas une histoire qui concerne les Juifs, puisque c'est lui au 15e siècle avant notre ère, c'est très loin. Et on a une armée égyptienne qui est commandée par un pharaon qui s'appelle Thoutmôsis III, qui combat une coalition syro-cananéenne, c'est-à-dire des peuplades de Syrie avec des peuplades du pays de Canaan, c'est-à-dire d'Israël, et qui sont dirigés par un roi, c'est le roi de Kadesh, de la région de Kadesh. C'est la première bataille dont on a des détails et qui nous soit connue. Ça remonte très loin. Et comment nous avons des détails sur cette bataille? Eh bien parce que tout simplement, on a retrouvé un texte en hiéroglyphe qui nous donne des détails sur cette bataille. Bien entendu, c'est très apologétique, hein, puisque c'est fait au nom de Thoutmôsis III, qui est le grand vainqueur de cette histoire. Donc, la guerre est extrêmement ancienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les vieux ouvrages, hein, Homère, c'est très vieux. La Bhagavad Gita en Inde, c'est très vieux. La Bible, c'est très vieux. Eh bien, voilà des livres de guerre. Voilà des livres qui nous parlent de la guerre. Donc, la guerre est quelque chose qui accompagne l'homme depuis extrêmement longtemps. Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, nous parle de la guerre de Troie et tout ce qui se passe autour de la guerre de Troie. Dans la Bhagavad Gita, nous avons l'histoire du roi Arjuna qui est conseillé par Krishna et qui va combattre. Tout le livre, ce n'est que des récits de guerre. En réalité, il y a bien autre chose derrière, mais c'est un récit de guerre. Et puis la Bible, alors, je n'ai pas besoin de vous raconter grand-chose sur la Bible. Il est évident que la guerre est très, très présente dans la Bible dès le commencement, puisque la guerre, elle commence par deux hommes et puis elle va continuer au travers de centaines de pages. Donc, voilà ce que nous savons. La guerre est très ancienne. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'écrits sur la guerre et les bibliothèques sont submergées par les livres sur la guerre et on en écrit tous les jours. Vous avez des stratèges, vous avez des chercheurs, vous avez des grands savants qui ont écrit sur la guerre, comme l'un des plus grands était Clausewitz, hein, qui était un grand spécialiste de la guerre. Et alors, toutes ces guerres, elles sont généralement étudiées en géopolitique. C'est-à-dire, on va étudier du situationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de la guerre? Alors, c'est politique. Ça peut être des chefs politiques de deux pays, de deux endroits qui se combattent. Ça peut être des combats pour des territoires, hein, ça c'est très courant, prendre des territoires, combien les hommes se sont battus dans l'histoire pour les territoires jusqu'à nos jours. Regardez avec l'Ukraine ce qui s'y passe, c'est pour des territoires. Il y a pour les richesses, alors si on parle de l'Ukraine, la richesse aussi de l'Ukraine, l'Ukraine est un pays extrêmement riche puisqu'il y a en Ukraine ce qu'on appelle les tchernosiums, c'est-à-dire une terre agricole extrêmement riche et pas seulement. C'est aussi la puissance. La puissance, on cherche la puissance, plus on constitue un grand empire, plus on est puissant. Souvent, la guerre, c'est aussi l'expression d'un déni, d'un refus, d'une négation d'une autre tribu, d'une autre race. Je ne sais pas si le mot racisme y convient bien, parce que le mot racisme, c'est un mot qui intervient relativement tard. Hein. La race, à l'époque de la Révolution française, c'est la nation. Et puis au 19e siècle, ça change pour devenir, pour parler de l'ethnie. Mais ce sont donc des guerres ethniques, des guerres de gens différents. Et puis il y a la religion, hein, les guerres de religion. Alors ça, on en est bourré. Toute l'histoire en est bourrée. Donc, dans tous ces domaines-là, nous avons
énormément de livres. Mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, moi. Parce que ça, bon, tout le monde écrit, c'est très bien, mais l'homme là-dedans, parce qu'il y a des hommes derrière les guerres. Hein. C'est les hommes qui font la guerre, c'est pas autre chose. Donc, où ils sont les hommes dans la guerre? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Alors, j'ai commencé par m'intéresser au mot guerre et à son étymologie. D'abord, guerre vient du vieux francique, c'est-à-dire c'est un mot germanique qui viendrait de vera, guerra, vera, hein, le W se transformant en gueuve, et qui serait la querelle. Donc la guerre à la base serait une querelle, une querelle. C'est à apparenter le mot vera avec le mot war en anglais ou l'allemand ver, qui signifie plus la défense. On se défend. C'est pas seulement la querelle, mais c'est aussi la défense. Et tout ça viendrait d'une racine indo-européenne que le latin récupère sous la forme de versus, contre, opposé, qu'on verra évoluer en français, par exemple, dans le contexte de vis-à-vis. Ces mots ont gardé une présence puisque l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale s'appelait la Wehrmacht. Hein, c'est faire la défense. Et puis après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Wehrmacht a changé de nom pour s'appeler la Bundeswehr, la défense fédérale. Et la Bundeswehr, c'est l'armée actuelle d'Allemagne. Bon, on voit donc que le mot guerre en français aujourd'hui est en corrélation avec la querelle, la défense, l'opposition. Tout ça, c'est des choses qui sont assez troubles et sans beaucoup de substrat pour nous dire voilà l'origine vraiment du mot guerre. En latin, on employait un autre mot, c'est le mot bellum. Si vous avez fait du latin, vous avez probablement en quatrième étudié le De Bello Gallico de César, qui raconte la guerre des Gaules. Hein. Et le mot bellum en latin, on n'en connaît pas bien l'origine. On ne sait pas d'où il vient, ce n'est pas un mot grec. Et il y a des gens qui ont dit que c'était un archaïsme de duellum. Duellum, c'est deux. Hein. Et que duellum et bellum viendraient de duo et bis. Duo, c'est deux, et bis, c'est deux, dans deux langues. Donc, en deux. Et ça aurait donné bellus, parce qu'en bellus, en latin, ça veut dire beau. Donc, celui qui fait la guerre est beau. C'est pas rien ce que je dis là, nous verrons ça dans la suite. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que la guerre, c'est très beau. Hein. Hitler trouvait la guerre magnifique. Un des plus beaux moments de l'histoire humaine, la guerre. Et puis, bellus beau, et puis ça serait aussi dueño en espagnol, qui viendrait de dominus, le maître, dominer. Alors, dominer, beau, la dualité, voilà tout un tas de notions qui sont à ajouter au mot bellum et donc au mot guerre aussi, puisque c'est la traduction. En allemand, nous utilisons un autre mot, nous utilisons le mot Krieg, qui vient du moyen haut allemand, c'est-à-dire des langues nordiques, et Krieg, c'est l'effort, la lutte. Ça viendrait du haut allemand Krieg, au Krieg, qui serait l'entêtement. La guerre, c'est toujours une question d'entêtement. Il faut avoir de la patience quand on fait la guerre. L'un des plus grands soldats de tous les temps s'appelait Kutuzov, le général en chef de l'armée russe à l'époque de Napoléon. Et il a refusé de combattre Napoléon quand Napoléon est rentré en Russie. Et il a brûlé toute la Russie et il s'est retiré sans combattre. Et ses généraux s'arrachaient les cheveux et lui, il disait patience. Et ils ont patienté jusqu'à ce que Napoléon rentre dans Moscou, c'était l'hiver, et comme Napoléon n'avait plus rien à manger, il a fallu se replier. Et quand il s'est replié, c'est là que Kutuzov a attaqué. L'armée française était déficiente puisqu'il n'y avait pas à manger, il faisait très froid. Et il a gagné la guerre, il a
des centaines de soldats français ont coulé dans la Bérésina, hein, c'est des histoires qui sont connues. Alors, c'est l'effort, la lutte, l'entêtement. Et nous voyons, ça viendrait d'un verbe en germanique ancien qui serait krigan, s'entêter. Bon, on voit donc tout un tas de racines là. On va en voir encore une qui est intéressante, c'est l'hébreu. Parce qu'en hébreu, de la guerre, ça se dit milchama. Et il y en a qui disent que ça vient du mot lechem, pain. C'est-à-dire qu'on combat pour le pain, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'en arabe, lechem, c'est la viande. Alors, ce n'est pas seulement peut-être le combat pour le pain, mais aussi pour la viande. Et ça serait peut-être plus logique avant le pain que ça soit la viande, parce que la viande était une des premières denrées que l'homme a pu se procurer. Et ça viendrait aussi peut-être, on n'en sait rien, une ancienne divinité locale de la région, mésopotamienne, qui serait l'Ahmou. L'Ahmou, comme une espèce de divinité protectrice qui protégerait les gens quand ils sont à la chasse. On n'en sait trop rien. L'Ahmou en akkadien, c'est-à-dire dans une langue mésopotamienne, signifie chevelu. Et l'Ahmou, cette divinité, la voilà, vous la voyez ici sur la photo, elle a des cheveux bouclés, une barbe. En Mésopotamie, les personnages importants ont tous ce genre d'aspect. Voilà ce que nous avons pour l'instant. Donc, la guerre, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses liées à l'entêtement, liées à la querelle, liées peut-être au besoin matériel de se nourrir. On n'en sait trop rien. C'est compliqué. Le dictionnaire nous donne la définition, je prends le dictionnaire du CNRS, nous donne la définition suivante. C'est une situation conflictuelle. La guerre, c'est toujours un conflit. Entre deux ou plusieurs pays, entre des États, entre des groupes sociaux. On parle de la guerre des classes. Ça peut être des individus qui rentrent en guerre, ça peut être des armées qui rentrent en guerre. Et la guerre, c'est toujours l'exercice de la contrainte par une violence armée. Sur cette notion-là, on y reviendra. La guerre est donc un acte de violence. Un acte de violence, je reviendrai sur ces notions-là plus tard. La guerre est aussi un concept polysémique. Ça veut dire quoi, polysémique? Ça veut dire qu'il a plusieurs sens. La guerre n'a pas qu'un sens, parce que ça peut être une guerre qui est situationnelle, deux pays qui sont en guerre. Ça peut être un phénomène social, quand les prolétaires sont en guerre contre les bourgeois. Ça peut être une façon de se comporter d'une entité politique contre une autre, Rome et Sparte par exemple. Et ça peut être une métaphore, quand on parle de la guerre contre le cancer, la guerre contre le corona, contre le Covid. On parle de guerre, on retrouve ces termes. Et là, on ne parle pas de la guerre. Et regardez comment un hôpital est bâti. Dans le monde entier, un hôpital est bâti sur un mode quasi militaire. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a repris le modèle des armées pour bâtir un hôpital. Donc la santé, on voit que la santé a quelque chose de métaphorique. Et les médecins font la guerre aux maladies dans les hôpitaux. D'ailleurs, quand on vous présente aujourd'hui les médecins, très souvent, on vous les présente un peu comme des soldats. Excuse-moi, oui. Tu peux juste le développer, cette histoire d'hôpital est bâti comme une caserne ou comme une armée? Pourquoi? Oui. Qui c'est qui me parle là? Je ne vois pas qui c'est qui parle. Laurent Kern. Laurent Kern. Laurent Kern, je sais pas en masqué peut-être. Voilà. Juste alors, le développer en 2 minutes, ouais. Pour en dire un mot, je crois que j'en avais parlé il y a quelques années dans une série de conférences sur les maladies. L'hôpital, il y a un chef, c'est le directeur de l'hôpital. Il y a toute une hiérarchie derrière. Il y a les chefs de département, etc. Et puis il y a les médecins, les officiers.
et puis il y a les sous-officiers, les infirmières, et puis en dessous, il y a les aides-soignants. Hein. Et puis il y a les malades. Les malades, c'est là que se passe la guerre, sur les malades. On- et ce modèle-là est un modèle qui est extrêmement rigide, qu'un médecin, même très souvent quand il est malade, je connais beaucoup de médecins, ben, même malade, on se rend à l'hôpital parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut y aller, parce qu'il faut soigner, et comme au combat, hein, la même façon. Et on va opérer, par exemple, si on prend des chirurgiens, un chirurgien va opérer au bout de 20 heures de travail, il continuera à opérer parce qu'il faut opérer. C'est son boulot. Il ne travaille pas 8 heures par jour, il travaille autrement, il travaille comme à la guerre. Comme on envoie des soldats, les soldats, quand il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Alors c'est le même. Excusez-moi, Raphaël. Il y a le son de Brigitte qui me fait des échos sur mon iPad. Brigitte, Brigitte, tu Oui, as un problème avec le son. ça fait Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Quand tu voudras parler, Désolée, Brigitte, Raphaël. tu rouvriras ton micro et puis c'est tout. Hein. OK. Bon, donc on voit que la guerre, elle est bâtie, et l'hôpital est bâti un peu sur le modèle, c'est pas exactement la même chose, mais il y a beaucoup de cette caractéristique de l'armée dans l'hôpital. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hôpitaux militaires sont si bien construits, parce que ça colle bien. Donc, quand on parle de la guerre, il y a deux théories qui vont s'affronter, on les reverra hein, d'une autre façon. Il y a la guerre est bonne pour l'homme et la guerre est mauvaise pour l'homme. Alors, chacun choisit, on verra que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que aujourd'hui, on pense en général que la guerre est mauvaise pour l'homme. Enfin, pas tout le monde, hein, mais si par exemple on prenait aujourd'hui la philosophie russe de nos jours, on verrait que la guerre est bonne pour l'homme, que c'est quelque chose de positif. Mais on va pas rentrer là-dedans parce que c'est de la philosophie et c'est pas exactement ce que je veux faire. Bon, et Carl Gustav Jung, qui était un grand psychologue, un grand psychiatre, un grand chercheur, un grand penseur, et on reviendra sur lui beaucoup parce qu'il a énormément écrit sur l'individu pendant la guerre, et ça c'est très rare, il y a très peu de gens qui l'ont fait, on en verra, nous dit comme ça, aujourd'hui le second millénaire s'achève et nous vivons dans une époque qui nous suggère des images apocalyptiques de destruction universelle. Alors il écrit ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il écrit ça quand la bombe atomique a on a créé la bombe atomique après Hiroshima et Nagasaki, et c'est le début de la guerre froide. Alors il écrit ça à ce moment-là. Et dans cette phrase-là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que c'est l'image apocalyptique. Une image apocalyptique, nous ne l'avions pas avant. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que le XXe siècle nous apporte. L'image apocalyptique, c'est cette capacité qu'ont les êtres humains de détruire le monde grâce à des armes extrêmement sophistiquées. Et c'est pour ça qu'il mentionne cette idée d'image apocalyptique. Jusqu'à là, il y avait des guerres, c'est vrai, on pouvait détruire une ville, on pouvait tuer beaucoup de gens, mais ce n'était pas apocalyptique. Apocalyptique, ça signifie que ça peut se répandre sur toute la Terre et faire sauter toute la Terre. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau et qui va entraîner, bien entendu, une réflexion sur la guerre dont nous parlerons dans une prochaine séance, je ne sais pas exactement quand, je ne pense pas la semaine prochaine, où nous parlerons d'Einstein, parce qu'Einstein et la bombe atomique, il y a quelques points communs, n'est-ce pas? Et l'atome. Si vous avez vu le film Oppenheimer,
qui a reçu des prix, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il a reçu des prix, parce que je trouve que c'est un film bien trop lent. Mais on voit comment il met au point la bombe atomique, comment ça se fabrique. Et le film ne nous décrit pas tout, mais cette mise au point de la bombe atomique a fait que beaucoup de soldats américains ont servi de cobayes. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement près de l'explosion, et suite à cette explosion, ils ont été irradiés, et beaucoup sont morts à la suite de ça. Donc, c'était les premiers essais. Puis après, il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pour prendre le cas de la France, vous demanderez aux gens de Polynésie ce qu'ils pensent de la bombe atomique, ils vous diront tout de suite. Parce qu'il y a eu énormément d'utilisation de bombes pour voir ce que ça faisait sur des îles de Polynésie. Très sympathique. Bon. Et les gens n'étaient pas très loin. Donc, il y avait des chances de se faire irradier. Bien. Donc, il y a une autre problématique. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et c'est intéressant parce que ce sont des concepts juridiques qui n'existaient pas, qui sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de crime contre l'humanité, il n'y avait pas de crime de guerre. Quand les Turcs font un génocide en Arménie, bon, ce n'est pas apprécié, le monde n'apprécie pas, ils sont critiqués. Mais on ne parle pas de crime contre l'humanité, on ne parle pas de crime de guerre, on ne parle de rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qui est intéressant? Le crime contre l'humanité peut être proféré en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la guerre pour qu'on aille massacrer une population. On peut peut-être faire la guerre, mais pas forcément. Le crime de guerre désigne un acte interdit qui est pratiqué en temps de guerre. C'est-à-dire, par exemple, un Oradour-sur-Glane, pour prendre un exemple comme ça, c'est un crime de guerre. Parce que l'Allemagne était en guerre, donc c'est un crime de guerre. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Dans ces termes-là, de crime de guerre et crime contre l'humanité, on a quelque chose de collectif. Et le collectif annihile l'individu. Entre parenthèses, la guerre est faite pour annihiler l'individu, en général. Et pour vous en donner un exemple extraordinaire, c'est encore une fois la Russie, et bien avant Staline, c'est ce qu'on appelle la stratégie de Zhukov. Zhukov, c'était un maréchal russe, soviétique. Et Zhukov, comme il n'avait pas assez d'armes, il a envoyé contre les Allemands, contre les tanks allemands, des vagues de soldats qui se faisaient abattre. Et chaque fois qu'une vague tombait, il y en avait une autre qui venait jusqu'à ce qu'ils aient liquidé les tanks. Parce que les tanks n'avaient plus de munitions, ou alors ils étaient c'était comme des fourmis, vous savez. Et c'est ce qu'ils font actuellement les Russes de la même façon. En Ukraine, ils n'ont pas assez de matériel militaire, alors ils utilisent la technique de Zhukov, la stratégie de Zhukov, pour vaincre les Ukrainiens, et ça marche. Donc, quand on utilise des stratégies de ce goût-là, l'individu n'existe pas, on s'en fout. Il peut en tomber des milliers, il peut en tomber autant qu'on veut, ça n'a aucune importance. C'est la même chose d'une autre façon. Le Hamas procède de la même façon. Plus il y a de morts chez eux, mieux c'est. Mieux c'est. Plus les Israéliens sont coupables. C'est une façon de collectiviser la société pour réagir. Et en général, cette idée de collectivisation de la guerre où on supprime l'individu, figure dans les systèmes totalitaires. Bon. Alors maintenant, on va voir un texte absolument intéressant, à mon avis, et je pense qu'on va pouvoir peut-être en débattre un peu.
c'est un texte qui a été écrit dans un dictionnaire sur Martin Heidegger. Martin Heidegger était un grand philosophe, un philosophe très problématique, puisqu'il était nazi, et que bien qu'étant nazi, il a écrit une philosophie qui n'est pas forcément nazie, qui est même souvent très loin du nazisme. Et à tel point que ça a fait dire à Lévinas, on va oublier le Heidegger nazi pour s'occuper de sa philosophie. Bon, on peut discuter ça, c'est pas notre sujet. Il était en couple avec Hannah Arendt. Il a été en couple à un moment avec Hannah Arendt, et il était nazi, antisémite, tout ce qu'il fallait. Et bon, Hannah Arendt, on parlera beaucoup d'Hannah Arendt. Hein. Je tiens à vous dire tout de suite qu'on va parler de Hannah Arendt parce que Hannah Arendt s'est beaucoup intéressée à la guerre. Et on en reparlera. Plus exactement au mal qu'à la guerre, mais tout de même, c'est très lié à la guerre. On a là des personnages très ambigus, hein, finalement. Et alors, il écrit comme ça. Si en effet le chat est toujours félin ou le chien canin, l'homme, et c'est bien là son drame, n'est pas toujours humain. Il lui arrive même d'être inhumain, voire de se faire complice de l'irruption de l'inhumain. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ça dépend si on considère que, parce que enfin, moi, ça me parle en ce sens que ça veut dire qu'on considère que la guerre n'est pas humaine, que la nature de la guerre n'est pas dans la nature de l'homme. Mais ça, on ne le sait pas. C'est justement ce qu'on va éclairer. Mais ça veut dire déjà qu'on a une conclusion. C'est que la guerre n'est pas dans la nature humaine. Ce n'est pas encore évident. Rafi, moi, je pense que les chats peuvent se disputer entre eux et les chiens aussi. Donc, la nature a reste permis Mais la ils ne se guerre. tuent pas. Ils se tuent rarement. Hein. On ne tue pas. Ils se tuent rarement. Ça existe hein, quand même, parce que je parle, puisque c'est mon métier. Il y a des meutes de chiens qui vont tuer un autre chien, mais enfin, des meutes qui vont s'acharner sur un chien. Mais en règle générale, ce n'est pas le but, c'est de le soumettre et pas de le tuer. Maintenant, ça existe, il y a des morts, mais c'est plutôt des morts collatérales, on va dire, d'un combat qui a été jusqu'au bout, ou d'un animal qui ne sait pas se soumettre. Et ça, c'est intéressant, c'est que dans les chiens, la plupart du temps, il y a mort parce qu'un des animaux n'a pas voulu se soumettre. Donc, quelqu'un, un plus gros, va le tuer et régler le problème. Moi, ce que je pense, c'est que le chat est félin, il reste félin, le chien est canin, il reste canin, mais l'humain, il a le choix. Tandis que tandis que les animaux n'ont pas le choix. L'humain a l'intelligence. Il peut dire oui, je vais faire la guerre ou tuer mon adversaire, ou non, je vais essayer la négociation, essayer la paix. Et c'est là tout le drame de notre époque, puisque l'humain n'a plus cette pensée, n'a plus ce droit d'arrêter ou non. Enfin, l'humain actuellement, il est conditionné à tuer l'autre sans réflexion. Et c'est le drame de notre époque. Voilà ce que je pense dans cette pensée de Heidegger. Quelqu'un veut encore ajouter Moi, je voudrais rajouter quelque chose quant à la Gege. Je ne suis pas connectée à la caméra, mais je vous vois. Oui. Oui, Rafi. Moi, je voulais dire en fait que oui, le chat est félin et le chat est canin. Donc, ce sont des attributs comportementaux de l'animal. Mais au niveau de l'homme, ce n'est pas un attribut comportemental de dire qu'il est inhumain. C'est comme s'il sortait de sa condition pour lequel il est fait. Il est au-delà de sa condition d'humain. Il est quelque chose qui est ni humain, ni animal à la limite. Oui, mais encore une fois, faut-il définir la condition humaine. Pour l'instant, elle n'est pas définie, en tout cas. Je ne sais pas si Heidegger l'a fait, mais elle n'est pas définie. Dans la condition, dans l'homme, il y a le bien et le mal. Donc le mal, ça fait partie de la condition humaine aussi. Voilà, exactement. Et moi, je voulais intervenir par rapport, je peux? Oui. Par rapport à l'intervention de Marie-Paul Smadja, je ne pense pas que ce soit propre à notre époque que l'homme soit inhumain et que les guerres soient ce qu'elles sont. Il y a eu des guerres extrêmement sauvages dans l'histoire, bien avant nous. On a
On a des armes qu'on n'avait pas avant, mais on ne s'est pas privé de décapiter les gens, de les démembrer, de les brûler et que sais-je encore. Mhm. Oui. Et pour répondre à quelqu'un qui a dit que c'était une aliénation, en fait, les guerres sont souvent quand même décidées par les dirigeants. Les soldats, finalement, font ce qu'on leur demande de faire, tuent, etc. Mais ils ne se comportent pas toujours de façon inhumaine non plus. C'est-à-dire que peut-être que de décider de faire une guerre est inhumain parce qu'on sait les conséquences qui vont être pour l'ensemble du peuple. Mais en tout cas, les soldats ne sont pas forcément aliénés quand ils vont se battre. Ils n'ont plus le choix, notamment dans les démocraties où les conscrits maintenant font partie du peuple. C'est-à-dire que c'est une armée populaire. Avant, c'était des armées de métier où ils avaient le choix d'y aller ou pas. Maintenant, c'est des armées populaires, en tout cas pour les démocraties. Et si les dirigeants du pays ont décidé qu'il y a une guerre ou subissent une guerre décidée par d'autres dirigeants, eux-mêmes peuvent se comporter de façon humaine, être complètement contre la guerre et pour autant faire des actes qui vont être, on va dire, inhumains. Mhm. Tout à fait. Si je peux, si Je je peux me voudrais. permettre, pardon, Ah, si je peux me permettre, je pense que l'être humain est très ambigu et que c'est proprement humain d'être dans cette ambiguïté et d'être inhumain même en dehors des temps de guerre. Dans la journée et à n'importe quel moment, on peut être inhumain et même très, très nocif et violent et toxique pour quelqu'un. Donc, qui veut faire l'ange fait la bête, on l'a dit. Mais je pense que justement, l'être humain est un être très ambigu et qui peut obéir à ses tendances négative ou faire un travail sur lui pour s'élever et devenir humain avec un grand H. Mais je pense que l'être humain est très ambigu. Mais il y a aussi quelque chose qui n'existe pas, être ifélin, un félin ou un canin. On a rajouté le préfixe un pour dire que quelqu'un qui est humain ou qui ne l'est pas. Or, un félin, on ne peut pas dire qu'il n'est pas félin, ou bien il faut lui changer quelque chose dans la tête. Et un canin, je veux dire, un chien, c'est avant tout un animal avec un esprit bestial. Je veux dire, toute la nature a un esprit bestial, même s'il y a des gens qui vivent en communauté. Et donc, le côté l'homme et l'humain, c'est peut-être, je veux dire, une transformation du mot homme pour dire humain. Et pour moi, l'homme est un animal, pas comme un autre, mais que quelque part, il est civilisé ou il est barbare. Et là, et les deux, c'est des hommes quand même. Mhm. Où il est malade. yeah. Donc, Aussi. il y a de la psychiatrie qui amène au meurtre. Alors après, est-ce que c'est de la psychiatrie? Est-ce que c'est de l'aliénation? Surtout actuellement, on mélange un peu les deux. Mais en tout cas, il y a effectivement une pathologie à partir du moment où l'homme... L'interdit de tuer est pratiquement dans toutes les civilisations, sauf pendant la guerre, où effectivement on a le droit de tuer. Mais on va dire le fait de tuer, là, comme du terrorisme, c'est pas vraiment de la guerre, mais l'interdit de tuer est partout, sauf des gens qui passent cette frontière, hein, qui est une frontière quand même de l'humain. Ils sortent Yeah. de cette frontière. Je voudrais dire Moi, juste une chose, Raphaël. Oui, 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 allez-y, André. Oui, je voudrais dire, il y a un autre type de guerre voilà, chez l'animal. Par exemple, le cerf combat pour un territoire, pour une femelle, jusqu'à la mort. Il y a un combat également. Pas une guerre exactement, mais il cherche à préserver un territoire. Là, je l'ai appris sur des études. Mais il y a aussi d'autres types de guerres entre les humains qui ne sont pas inhumaines. C'est-à-dire qu'il y a des guerres, des rivalités, par exemple, dans une entreprise ou autre endroit. Et les gens, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont inhumains? Mais ils se font vraiment une guerre. Voilà, c'est ma question. Oui, oui, absolument, absolument. Pardon. Et moi, Raphaël, ce que je voulais juste ajouter, c'est regardons quand même les crèches, les GAN, chez les petits-enfants. Normalement, ils sont tout petits, puisque ça commence donc de 0 à 3 ans. Eh bien, il y a de la violence. Donc, je pense que l'homme, on veut à tout prix qu'il soit humain, je mets entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un de bon, mais je pense que la violence est inhérente à l'homme.
après, l'éducation va un petit peu apaiser cette violence, mais donc chasser le naturel, il revient au galop. Donc voilà, je pense que j'ai regardé aussi bien les enfants dans les yeshivot en me disant la religion doit apporter quelque chose, eh bien, les enfants dans les yeshivot sont aussi violents et ont le même comportement que les enfants dans les crèches normales. Donc, je pense que c'est que l'éducation qui nous apprend à maîtriser un petit peu nos pulsions, mais que la pulsion de l'homme, comme celle des animaux, eh bien, c'est de guerroyer contre l'autre. Absolument. Je crois que vous avez tous raison, vous savez, mais on est face à un gros problème là, parce que le chat est toujours félin, le chien est toujours canin. Bon, c'est évident qu'ils ne peuvent pas sortir de leur contexte biologique. Ils sont liés à ça. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas commettre des choses innommables. Par exemple, je m'ai été confronté à ça il n'y a pas longtemps. Un de mes fils a gardé le chien d'un ami. C'était un chien très, très gentil. Et il s'est échappé. Pas un gros chien tellement. Hein. Il s'est échappé. Il y avait un autre chien qui était là. Il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? On n'en sait rien. Il l'a tué. Alors que c'est un chien gentil. Excuse-moi, mais le concept de chien gentil ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'exemple que tu donnes, tant qu'on n'a pas fait une recherche comportementale, il y a des raisons, forcément il y a des raisons. Oui, des raisons inhérentes, c'est ni gentil ni méchant, c'est des raisons inhérentes, ça peut être des stress. Ça veut dire que c'est pas, on peut pas, l'agressivité entre animaux, notamment on parlait d'agressivité, alors les cerfs c'est encore autre chose, mais l'agressivité notamment au niveau canin, c'est quelque chose qui est inhérent à la race, certes, mais qui peut se domestiquer. Qu'est-ce que c'est qu'un animal domestique? Un chien, c'est un animal domestique. C'est un animal qui va pouvoir vivre avec l'homme, c'est-à-dire ne pas avoir d'instinct d'agression vis-à-vis de l'homme, comme il pourrait l'avoir vis-à-vis d'un lapin, d'une espèce de prédation. Et donc, il est normalement, on va dire, domestique à chaque animal qui est dans un foyer domestique. Pour autant, si tu sors un chien, c'est petit, tu les sors du contact avec l'humain, son petit ne sera pas domestique. C'est-à-dire que la domestication se rejoue à chaque fois. Donc c'est un travail éducatif tout comme l'homme. C'est-à-dire que même la domestication qui est pourtant héréditaire maintenant, il y a des races, il y a des espèces domestiques et d'autres dont c'est bien héréditaire, c'est rentré dans l'hérédité. Et pour autant, cette domestication doit se rejouer par l'éducation. Absolument. Maintenant, qui tue un autre chien, encore une fois, il faudrait examiner, c'est presque comme un meurtre entre humains. On sort de la normalité. Ça peut être une pathologie de ce chien, ça peut être une pathologie de l'autre chien, ça peut être éventuellement... Il y a énormément de choses. Mais ça reste un cas individuel, on peut pas généraliser là-dessus. C'est un cas individuel. En général, le chien ne tue pas l'autre chien. Comme en général, encore plus, il ne tue pas l'homme. Maintenant, il y a des cas particuliers qui sont souvent liés à des problèmes pathologiques, souvent. Oui, puis Il y a des races de chiens qui sont très violentes. Là, non, ça n'existe pas, ça. Non, il n'y a pas de race plus violente que d'autres. C'est juste que la manifestation de la violence est beaucoup plus importante. Oui, mais c'est des interdictions politiques qui n'ont pas forcément de rapport avec une interdiction biologique et de... C'est autre chose. Allô? Enfin, voilà, c'était juste une précision sur le chien. Je peux dire quelque chose? En nous entendant parler, je me dis qu'il y a quelque chose de prétentieux, d'égocentré pour un être humain de dire que les humains ne peuvent pas être barbares, que si on est barbare, on n'est pas humain. Au fond, c'est cette définition ou ce terme inhumain qui n'est peut-être pas légitime. C'est peut-être pas normal de prétendre qu'un être humain ne peut être que bon. Oui, ben exactement, parce que est-ce que l'humain signifie obligatoirement quelqu'un qui a réussi à apaiser ses instincts meurtriers ou violents? Ça, c'est une question qui se pose. Finalement, un être humain peut très bien ressembler à un félin
ou un canin et, et agir de la même façon. Alors, dans nos sociétés, et je tiens à préciser dans nos sociétés, c'est-à-dire dans la société occidentale et dans les sociétés orientales, dans beaucoup de sociétés orientales, on a mis un frein à ces instincts meurtriers qu'il y a dans les individus. Ce n'est pas dans toutes les tribus, ce n'est pas partout. C'est essentiel. D'abord en Occident, puisque l'Occident a adopté des théories sur la question où la loi de la jungle ne fonctionne plus, où on essaye de la limiter. Est-ce que dans la jungle, c'est autrement? Bien sûr, c'est autrement. C'est une question de survie. Or, les sociétés essayent de sortir de la survie pour la vie, pour vivre différemment. Maintenant, ça reste une grande question. Ce qui est sûr, et c'est la seule chose que je voudrais retenir de ce texte, c'est que l'humain peut être inhumain. Et peut-être que l'inhumain, c'est aussi l'humain. Donc, il ne faudrait pas aller plus pour l'instant. Vous verrez, on reviendra sur ce thème-là d'une autre façon. Et alors, je voudrais apporter maintenant un texte de Montaigne. Montaigne, le grand Montaigne, qui a écrit ses essais. Et vous savez, les essais de Montaigne, c'est une véritable révolution. Parce que Montaigne nous dit comme ça, c'est dans la langue de Montaigne, je l'ai un peu corrigé. J'ai un peu corrigé le texte pour qu'il soit plus lisible, parce que Montaigne écrit il y a quelques bons siècles, et il écrit dans un français ancien, et qui n'est pas très facile à comprendre. Aujourd'hui, je sais je n'ai pas des traductions comme ça de Montaigne en français moderne, mais voilà ce qu'il nous dit sur ses écrits. Et je pense que ça a un rapport aussi avec ce dont on parle. Je veux qu'on m'y voie dans ma façon d'être simple. Où c'est qu'on m'y voit? Dans ce que j'écris. Naturel et ordinaire, sans recherche ni artifice. Car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront, ainsi que ma manière d'être naturelle, autant que le respect humain me l'a permis. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. J'apprécie beaucoup cette phrase. Lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Il n'est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole. Ne me lisez pas parce que c'est frivole. Écrire sur moi, c'est frivole. Adieu donc. Et il y a là quelque chose d'assez extraordinaire parce que l'on est au XVIe siècle et voilà un monsieur qui est en train de faire une introspection au XVIe siècle. C'est absolument extraordinaire. Il est le seul. Il est le seul à avoir écrit un truc pareil. De s'examiner, de se lire et de l'écrire. Il fallait être drôlement en avance sur son temps pour faire ça. Donc, il va nous dire quelque chose sur l'homme, monsieur de Montaigne. Alors, je vais dire, j'enchérirais volontiers sur Plutarque qui était un grand philosophe de l'art romantique, et dirait qu'il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête. Il y a plus de distance de tel homme à tel homme que de tel homme à telle bête. Hem viro quid praestat. C'est une phrase de Terence, qui était un des premiers poètes comiques latins, qui dit comme ça: ah, qu'un homme peut être supérieur à un autre homme. Un homme peut être supérieur à un autre homme. Et il reprend finalement ce qu'il a dit juste avant. Et qu'il y a autant de degrés d'esprit qu'il y a d'ici au ciel de brasses. Des brasses, c'est des mesures de marine, de distance. Et autant innumérables. Mais à propos de l'estimation des hommes, c'est merveille que, sauf nous, aucune chose ne s'estime que par ses propres qualités. L'individu ne peut s'exprimer que par ses propres qualités. Nous louons un cheval de ce qu'il est vigoureux et adroit, et non de son harnais. Ce n'est pas le harnais d'un cheval qui va nous faire dire si ce cheval est bon ou pas bon. C'est le cheval. Un lévrier de sa vitesse, non de son collier.
Un oiseau de son aile, non de ses longes. Les longes, c'était les courroies qui attachaient les oiseaux de proie, les faucons essentiellement. Et sonnette pour retrouver l'oiseau. On mettait une petite sonnette à l'oiseau. Maintenant, on les met aux vaches, mais à l'époque, on mettait aux oiseaux. Pourquoi, de même, n'estimons-nous pas un homme par ce qui est sien, hein? Si le même, il est avec un S, c'est parce que c'est lui qui l'a écrit comme ça. Il a un grand train, un beau palais, tant de crédit, tant de rente. Tout cela est autour de lui, non en lui. C'est-à-dire l'homme, il est riche, il a des moyens, etc. On va dire, ah, c'est un grand homme. Il dit, mais non, c'est pas lui. C'est comme le harnais du cheval. Vous n'achetez pas un chat en poche, c'est-à-dire sans l'examiner. Si vous marchandez un cheval, vous lui ôtez ses bardes, son harnachement, vous le voyez nu et à découvert. Ou s'il est couvert, comme on les présentait anciennement aux princes à vendre, c'est par les parties moins nécessaires afin que vous ne vous amusiez pas à la beauté de son poil ou largeur de sa croupe et que vous vous arrêtez principalement à considérer les jambes, les yeux et les pieds qui sont, les pieds, attendez, j'ai perdu la ligne, qui sont afin que vous son poil, et que vous arrêtez principalement à considérer les jambes, les yeux et les pieds qui sont les membres les plus utiles. Car vous n'allez pas regarder s'il a un beau poil, s'il est magnifique et tout, mais vous allez regarder s'il est solide, si vous allez pouvoir vous en servir, si vous allez pouvoir chevaucher sur lui ou l'utiliser pour le labour. C'est de ça dont parle ici. Parce qu'il veut qu'on Montagnier continue. Attendez, je finis le texte, il est court. Hein. Pourquoi, estimant un homme, l'estimez-vous tout enveloppé et empaqueté? Il ne nous fait montre que des parties qui ne sont aucunement siennes et il nous cache celles par lesquelles seul on peut vraiment juger de son estimation. C'est le prix de l'épée que vous cherchez, non de la gaine. Vous n'en donnerez à l'aventure pas un quatrain, un liard, c'est de l'argent, si vous l'avez dépouillé. Il le faut juger par lui-même, non par ses atours. Et comme dit très plaisamment un ancien, savez-vous pourquoi vous l'estimez grand? Vous y comptez la hauteur de ses patins, de ses chaussures. La base n'est pas la statue. Mesurez-le sans ses échasses, qu'il mette à part ses richesses et ses honneurs, qu'il se présente en chemise. Alors, c'est un beau texte. Hein? Et ça vous parle, ça? Ça vous dit quelque chose? Nous avons dans le judaïsme un débat dans le Talmud sur cette question-là. Ça s'appelle Tocho Kevaro, l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que l'intérieur doit être comme l'extérieur? Est-ce que l'habit fait le moine? Ou est-ce que l'habit ne fait pas le moine? C'est ça le débat. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on va trouver l'humain? Où est-ce qu'on va aller chercher l'humain? On va aller chercher l'humain dans sa technologie, dans ses développements. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent que plus on évolue dans la technologie, dans la science, et plus l'humain est une personne digne. Est-ce pas toi, pas vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il veut dire, c'est que l'humain ne doit jamais juger autre humain selon ses apparences. Ben, c'est-à-dire, mais on a tendance à juger selon les apparences. Regardez dans la presse, hein, dans les médias, de qui on parle? On ne parle pas du petit gars d'à côté là, dont on n'a jamais entendu parler. Non, on va vous parler d'un homme riche, qui a des biens, qui a des moyens, qui est connu de tout le monde. C'est de lui dont on va parler, mais pas de l'individu. Mais on va pas. Ce qu'il y a, c'est que oui. Dans l'histoire de l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, on va dire. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que en fait, faire le moine, c'est sa profession, c'est un moine. Et en fait, quand on voit un soldat en uniforme, c'est pas comme un humain un être humain qui est soldat et qui n'a pas l'uniforme, on ne le voit pas. Donc l'habit permet à l'autre homme
de juger au moins de son côté social, de ce qu'il fait. Un médecin sans stéthoscope et sans blouse dans un hôpital, c'est plus un médecin. D'ailleurs, dans la hiérarchie dont on parle, comme tu as parlé pour l'hôpital, tu reconnais les médecins avec effectivement leur blouse blanche, leur blouse verte, mais le stéthoscope autour, et puis la petite pancarte rouge. Donc l'habit, et notamment l'habit du grand prêtre aussi, si on revient à la Bible, l'habit sert à quelque chose, c'est à montrer aux autres qui il est. Alors bien sûr, il peut ne pas avoir la qualité. Si un grand prêtre est habillé en grand prêtre, mais qu'il n'a pas les qualités du grand prêtre, ça ne sera pas un grand prêtre. Donc il faut aussi un habit, notamment quand on vient en société, parce que ça permet quand même de montrer les choses, de respecter un prof, etc., un policier, etc. Donc il y a quand même intérêt de l'habit. On ne peut pas le jeter avec l'eau du bain, mais c'est vrai que... Permet de reconnaître une profession ou quoi, mais ça. il Mais on s'attend à ce qu'un policier nous protège, c'est vrai. Donc, quelque part, il faut qu'il soit digne de l'habit. Il porte un habit qui est digne, il faut qu'il soit digne de l'habit. C'est vrai. Oui, parce que si un médecin avec un bon stéthoscope autour du cou n'est pas un bon médecin, ben, il n'y a rien à faire. Hein. Mais d'un côté, si c'est un faux médecin, effectivement, et c'est vrai, pour ça, l'habit ne fait pas le moine. Si tu n'es pas médecin et tu prends l'habit du médecin, c'est le même problème. Donc, on a besoin des deux. On a besoin de l'habit et de ce qui est à l'intérieur de l'habit. Je crois que l'habit permet de qualifier la place de l'individu dans la société. Mais exactement. Elle ne nous parle pas de l'individu lui-même. C'est ce que veut dire notre ami Montaigne là. Oui, c'est vrai. Et ce débat dans le Talmud, il est intéressant parce qu'il y a un grand, le chef du Sanhédrin, le Nassis qu'on appelle, qui s'appelait Rabban Gamliel, interdisait aux gens qui n'étaient pas vêtus correctement de rentrer dans si vous voulez, dans le Sanhédrin, dans l'instance suprême d'Israël à l'époque. Et alors, il a été renversé. Et à sa place a été nommé Éléazar ben Azaria. Et Éléazar ben Azaria, lui, il a ouvert les portes à tout le monde. Il a dit moi, ça m'est égal que les gens soient habillés comme des ploucs ou qu'ils adoptent une tenue vestimentaire spécifique. C'est pas ça qui fait d'eux des maîtres et des penseurs et des gens dont on a besoin pour diriger l'État. Et donc, c'est très intéressant ça, de voir qu'on recherche finalement quelque chose d'autre là. Ce que cherche notre ami Montaigne, c'est l'humain. C'est ce qu'on appelle l'humain. Et je voudrais vous apporter un texte de Léni Yachil. Léni Yachil était une historienne israélienne, elle est décédée il n'y a pas très très longtemps, qui c'était une spécialiste de la Shoah. Et quand elle, dans une de ses introductions, elle dit comme ça: le problème central qui nous amène à la recherche historique et qui est incontestablement la motivation la plus importante pour effectuer des recherches sur l'époque de la Shoah est celui de l'image de l'homme. On ne peut concevoir des travaux sur la Shoah qui n'accorderaient pas à l'homme une place centrale et qui ne chercheraient pas à porter un jugement sur son comportement et ses actes. Alors, l'image de l'homme. Oui, quelqu'un voulait parler là? Non, bon. Alors, l'image de l'homme. L'image de l'homme, c'est quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que c'est que l'image de l'homme? L'image de l'homme, on a la victime et le bourreau, et puis celui qu'on ne voit pas. Hein? Il y a la victime, le bourreau, et puis il y a tout un tas de gens qui sont là, qui ne prennent pas part aux choses, qui sont là, mais ils sont invisibles pour nous. Nous, ce qu'on va repérer, c'est la victime ou le bourreau. C'est ça qu'on va repérer. Et alors, on voit deux images de l'homme. Le bourreau, c'est pas sympa, hein, c'est le méchant. Et la victime serait, a priori, le bon. Donc, l'image de l'homme, on ne parle plus de l'humain, là maintenant. Maintenant, on parle de l'image de l'homme. Qu'est-ce que l'image de l'homme? Qu'est-ce que l'homme nous dit? Alors, à mon avis, l'image de l'homme, c'est un terme mal choisi. L'image de Tselem à Adam,
image de l'homme en hébreu, c'est comme ça qu'elle disait, les Nieri. Moi, je dirais plutôt l'image de l'être humain, pas de l'humain, de l'être humain. Et j'ai apporté ici un petit texte d'Einstein qui est intéressant. On verra Einstein, hein, on va le revoir en long, en large et en couleur, et en travers. L'être humain est une partie du tout que nous appelons l'univers, une partie délimitée dans le temps et l'espace. Alors, l'être humain est une partie du tout. C'est-à-dire que nous appartenons à quelque chose qui s'appelle l'univers, et cette partie-là est délimitée dans le temps et l'espace. Par une sorte d'illusion optique de sa conscience, il se sent lui-même avec ses pensées et ses sentiments comme séparé du reste. On a l'impression d'être différent, de ne pas être dans le tas. On est humain, hein, on est humain. Cette illusion est une sorte de prison pour nous. C'est intéressant ce qu'il dit là. Qui nous restreint à nos désirs personnels et à nos affections envers quelques proches. Notre tâche consiste à nous affranchir de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour y inclure toutes les créatures vivantes. On croirait entendre un bouddhiste parler. Oui. Et ce sont les propos d'Einstein, c'est-à-dire on doit avoir de la compassion pour tout l'univers finalement, pour tout ce qui est. Et pour l'être humain, c'est ça pour Einstein. Mais même quand il dit ça, Einstein se contredit. Pourquoi il se contredit, hein? J'ose dire que Einstein se contredit. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Pourquoi Einstein se contredit? Parce qu'il dit que l'être humain est une partie du tout, nous l'appelons l'univers, et il dit ensuite que nous nous considérons comme différents, comme séparés du reste. Nous sommes séparés du reste. Mais si on est séparé du reste, si on se considère comme séparé du reste, on ne peut pas avoir de la compassion, parce que la compassion, c'est être séparé du reste. Quand je compatis, j'aime pas le mot compatir hein, en français, compatir c'est souffrir avec, mais gardons le mot. Quand je compatis au sort des autres, au sort de tout ce qu'il y a dans le monde, parlons d'une manière écologique, hein, d'une manière beaucoup plus vaste, je vais compatir à tout. Mais c'est à partir du moment où je compatis, je me sépare du reste, parce que le reste, il ne compatit pas. On n'en a pas entendu parler, en tout cas. Je n'ai jamais entendu parler que les plantes ou les animaux ou les astres qui détruisent d'autres astres compatissent. Donc, on est séparés, parce qu'on est séparés par notre conscience, parce qu'on est conscient. Et là, je crois que… Excuse-moi, mais on n'est pas tout à fait séparés. On a d'autres façons d'appréhender le monde. On n'appréhende pas le monde comme une mouche ou comme un canard, mais ça ne veut pas dire qu'on est séparés. Si on prend l'image de Freud dans l'univers, etc., c'est un ensemble d'êtres vivants, chacun ayant sa tâche, sa fonction et ses capacités. Ça ne veut pas dire forcément on est séparés. Oui, on n'est pas les mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'au fond, il n'y a pas un point commun qui est la vie, par exemple. On peut trouver des points de séparation comme on pourrait des points de jonction, qui est la vie. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'ils ne savent pas compatir pour moi que je sais compatir pour eux, que je suis séparé avec eux. Oui, je suis séparé en tant qu'on est tous des individus séparés, mais on est tous dans le même bateau, si j'ose dire. C'est pas exhaustif, c'est pas antinomique. Et il y a une différence tout de même dans la mesure où nous avons la conscience. Alors, je ne sais pas, encore, on rentre là dans des sujets que je ne vais pas aborder maintenant. Est-ce que les animaux sont conscients? Est-ce que les carottes sont conscientes? Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience? C'est possible. Mais oui, les débats actuels, en tout cas sur les animaux, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des continuums et qu'on est maintenant sur un débat que les animaux sont conscients et ont une conscience, sauf qu'elle est différente. De nouveau, de la même façon que la vision n'est pas la même, la conscience n'est pas la même. Et on la met sur les formes de conscience. Oui. Maintenant, c'est défini. Oui. C'est pareil pour les plantes. On sait que les arbres communiquent entre eux, etc. Aujourd'hui, on est dans une problématique de définir la conscience. Nous avons une forme de conscience qui font que dans ce tout, nous sommes
nous abordons ce tout d'une autre façon que les autres. C'est ça que j'entends par séparer, moi. Hein, c'est pas séparé complètement, puisque nous sommes des cellules, nous faisons partie de ce tout, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous donne une spécificité, c'est la spécificité humaine, que n'ont pas les autres, ils ont une autre spécificité. Hein. Je ne leur retire absolument pas leur spécificité. Je crois qu'une carotte, elle a une spécificité, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est comme ça. Notre conscience fait que ça nous sépare dans ce tout. Nous sommes séparés dans le tout. C'est comme ça que je voudrais le présenter. D'accord. Oui. C'est Daniel. On pourrait dire que ce qu'on a peut-être de particulier, je ne suis pas sûre, c'est qu'on a le pouvoir de réflexion, c'est-à-dire après coup, de revenir sur une chose qu'on a vécue, de l'analyser, de la revivre, et donc on est à la fois coupé, à la fois on a cette capacité à être conscient de soi et à réfléchir, à revenir sur soi par la réflexion. La réflexion, c'est un retour, c'est comme un miroir avec soi-même. Oui, tout à fait d'accord. Hein. La réflexion, c'est quelque chose d'essentiel chez l'homme. Peut-être on en parlera de la réflexion, j'en sais rien, on verra par la suite. Mais la réflexion, c'est quelque chose de fantastique. C'est cette possibilité de faire refléter quelque chose. La réflexion, c'est pas la pensée, là. Hein. C'est de faire refléter quelque chose qu'on va pouvoir analyser. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose qui est grandiose. Et je pense que le début de l'homme, c'est ça, c'est la réflexion. L'homme quand il commence à dessiner sur les murs, à faire des dessins sur le sol, etc., là commence la réflexion. Bon, mais c'est pour plus tard peut-être, je ne sais pas si on va en parler, mais on verra. En tout cas, c'est très vrai, hein, la réflexion, c'est quelque chose de fondamental. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je voulais aller plus loin, mais je vois qu'on va s'arrêter. Oui, Milka, vous vouliez dire quelque chose? Non. Bon. Non, parfait. On va s'arrêter là. On continuera la semaine prochaine. C'est pas du tout dans le rythme où je veux aller, hein, mais c'est pas grave, parce que le rythme où je veux aller, je ne sais pas quel il est exactement. J'ai dit a priori qu'il y aurait 5 séances, il se peut qu'il y en aura 10, 20, ça va dépendre de comment on va avancer dans les textes. Je veux qu'on fasse ça ensemble, c'est-à-dire qu'on échange. C'est ça qui est important pour moi. Parce que c'est seulement, comme on n'y comprend rien, hein, comme on est complètement dans un monde où on cherche à savoir pourquoi les hommes se tuent, pourquoi il y a la guerre. On n'arrivera pas, on ne saura pas. Il n'est pas question d'arriver à une solution. Je n'ai pas l'audace de dire je vous apporte la solution à la fin de ces séances. Non, mais poser les questions, c'est avancer. Poser les questions, s'interroger, c'est avancer. C'est en ça qu'il y a l'humain. De pouvoir. Oui. Est-ce que tu penses envoyer peut-être 2-3 textes comme ça sur le groupe WhatsApp que les gens puissent. Je vais envoyer encore d'autres textes. Bien sûr. Je vais envoyer ces textes. Ok. Est-ce que c'est Raphaël ton prénom, c'est ça? Pardon? Oui, c'est Raphaël. Ouais. Tu pourrais, alors même si effectivement c'est très modeste de ta part, etc., dire que tu ne vas pas nous trouver de solution, et effectivement ça paraît logique, est-ce que tu pourrais nous donner quand même une sorte de plan de ce que tu comptes, comment tu comptes aborder ces sujets, ou tu n'as pas encore de plan là-dessus? Non, j'ai un plan. J'ai un plan a priori qui, à mon avis, va très rapidement tomber, mon plan. Mais d'accord. Tu pourrais nous l'envoyer? Tu pourrais nous l'envoyer, qu'on sache un peu. Oui, bon, et deuxième chose, c'est toujours intéressant. C'est toujours aussi intéressant de connaître qui parle. Tu pourrais nous parler ou nous faire un petit topo sur ton itinéraire et qu'est-ce qui te fait
sur le plan études ou sur le plan ce que tu as écrit ou ce que tu savoir en fait qui tu es pour ça permet quand même je sais pas, de mieux connaître, on va dire je vais pas dire pas le bonhomme, mais mieux connaître un peu d'où sortent, on va dire, tes réflexions. Pas d'où sortent, ça dépend de toi, mais quel est ton, on va dire, tes sources, tes choses comme ça. Mais ça pue pas, ça va pas. Hein. Pardon? Comment? D'un autre côté, je trouve que si tu envoies ton plan, eh bien, tu laisses moins, comment dire, je pense que oui, la spontanéité de ce qui se passe ici, elle est aussi intéressante parce que si ça se trouve, on va, on va se retrouver avec un autre plan. Et je pense que cette liberté que nous donne Rafi, bah, elle est très belle pour tout le monde. Oui, mais c'est intéressant avant parce que moi, j'ai fait des tas de recherches à partir des textes qu'il a donnés. Puis j'ai fait un petit résumé de mes commentaires pour moi-même. Je trouve que c'est intéressant. C'était encore plus dans le sujet. Voilà. J'enverrai une culture générale, ça pourra changer. Oui, voilà, ouais. Oui, bien sûr, ça ne va pas nous enfermer. D'accord. Ok. En tout cas, merci pour cette initiative. Il n'y a pas de quoi. Je voulais poser une question. Je voulais poser une question parce que je me suis inscrite au groupe et j'ai pas du tout été informée ni du code, ni j'ai pas reçu les textes ni rien. Comment est-ce qu'il faut faire pour recevoir les textes et les informations, le lien, les horaires? Est-ce que, Madame Vantola, est-ce que vous êtes sur Oui. le groupe WhatsApp? C'est-à-dire que je vous ai envoyé un petit mot et je pensais que j'avais été intégrée sur le groupe, mais je vois que Si vous m'avez envoyé un mot à Gérard Soufir, je vous ai intégré. Et si je n'ai pas pu vous intégrer, je vous aurais envoyé le lien. Donc, je vais quand même vérifier. Alors, ce que je vous demande, vous avez mon téléphone perso? Oui, oui, oui. Alors, envoyez-moi votre numéro et je vais vérifier. OK? Oui. Et ça commence à quelle heure exactement alors du coup, le groupe là? 12h30, heure israélienne. 12h30, Heure 11h30 en France. israélienne. Oui. Ah, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que j'étais en retard, excusez-moi. Je n'avais pas Il y a- réalisé. D'accord. Il y avait un mot une certaine Véronique, je ne sais pas qui est Véronique. C'est moi, qui l'a envoyé. justement, c'est moi. Voilà, alors moi je l'ai vu trop tard et je vous l'ai envoyé, mais trop tard, quoi. C'était Ah, déjà en merci. Ah, d'accord, merci. Alors, Voilà. bonne journée à tout le monde, bonne semaine. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. La semaine. Merci, Raphaël. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Il faut que je fasse ça.